s'est ouvert à l'Assemblée nationale le débat d'orientation budgétaire, un exercice qui consiste à réunir autour de la table le secteur privé, la société civile, les députés et le gouvernement. Perturbations dans le trafic sur le tronçon Koya-Forekaria. Le pont de Fagné présente des signes de dégradation et seuls les véhicules légers peuvent y circuler. Plusieurs camions de marchandises attendent depuis des jours la traversée. La décharge de la minière préoccupe de plus en plus. Ces derniers jours, quelques effritements sont observés sur les flancs de la montagne d'ordures. Le gouvernement et responsable de l'Agence nationale d'assainissement craignent un nouveau désastre à Dar Salam. Bonsoir à tous. Audience au palais Serotoria. Le président de la République a reçu des entrepreneurs canadiens membres du groupe Hexagone. En toile de fond, explorer les opportunités d'investissement dans notre pays. Compte rendu, Ibrahima Keïta. Après 2 semaines de prise de contact, les membres du groupe Hexagone du Canada ont été reçus par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Spécialisés dans le développement d'infrastructures, ils sont venus discuter avec les autorités guinéennes des enjeux liés à la réalisation d'infrastructures dans le pays. Ainsi, il s'agit pour ces investisseurs canadiens de mettre en place des stratégies d'absorption réglementaire des fonds mis à la disposition de la Guinée pour la réalisation de plusieurs infrastructures d'intérêt national. Pour le président de la République, la Guinée reste ouverte à toutes les bonnes initiatives. Le chef de la mission des entrepreneurs canadiens rassure. Et nous avons été reçus à bras ouverts par plusieurs ministres et départements de votre gouvernement pour discuter des enjeux en matière d'infrastructure en Guinée. Et un des enjeux majeurs, c'est la capacité d'absorption des capitaux qui ont été promis par la communauté internationale. Et le sujet de discussion avec le président, c'est comment notre expertise dans le développement de projets d'infrastructure pourrait vous aider et vous travailler en partenariat avec la Guinée afin de lui permettre d'absorber à un rythme plus accéléré les capitaux qui ont été mis à la disposition de la Guinée pour développer ces infrastructures. Notre objectif, c'est de permettre la livraison d'infrastructures plus rapidement en ayant accès. Il s'agit pour la Guinée de profiter de l'expertise de ce groupe d'investisseurs canadiens, un groupe qui a fait ses preuves dans plusieurs pays. Tous mes remerciements à l'ensemble du cabinet de la présidence et en particulier à son Excellence Monsieur le Président de la République pour nous avoir reçus et pour avoir abordé toutes ces questions dont vient de parler M. Stéphane Miron avec la délégation canadienne qui participe à des projets aussi majeurs que la construction d'échangeurs, de l'un des plus grands échangeurs d'Amérique du Nord, puisque ça fait plus de 280 000 véhicules par jour, qui participe à la construction de métros, comme le métro de Montréal, à la construction de stations de métro, donc de chemins de fer, de gares de chemins de fer, d'infrastructures donc ferroviaires. Ils sont là pour voir avec le gouvernement de rendre possible les promesses et les engagements qui ont été pris par beaucoup d'institutions financières internationales au gouvernement et voir comment ces promesses peuvent être concrétisées en argent liquide pour financer des infrastructures et jusqu'à la livraison de ces infrastructures et pourquoi pas au processus de suivi même de ces infrastructures après leur construction. Le renforcement des capacités de décaissement, le développement du partenariat avec à la clé l'assurance de la confiance des bailleurs de fonds sont entre autres objectifs visés par le gouvernement guinéen. Le gouvernement guinéen continue justement d'œuvrer dans l'amélioration de la gouvernance des finances publiques. C'est dans cette optique que s'est ouvert ce vendredi à l'hémicycle le débat d'orientation budgétaire. Il y avait autour de la table le secteur privé, la société civile et les députés. Un exercice qui permet aux élus du peuple de prendre connaissance des priorités du gouvernement et d'identifier les sources de recettes à mobiliser. La synthèse de la rencontre avec Abdoulaye Diallo. C'est la deuxième fois que le débat d'orientation budgétaire se tient dans l'histoire économique de la Guinée. Il intervient à quelques jours de la session extraordinaire de la loi des finances rectificative 2018. Dans ce document de programmation budgétaire pluriannuelle prévu pour 2019-2021, le gouvernement a pris en compte
les objectifs du plan national de développement économique et social. Les mesures de politique budgétaire du présent cadrage budgétaire 2019-2021 continueront de poursuivre les objectifs ci-après. Préserver la stabilité macroéconomique de la Guinée, accroître les investissements publics dans le secteur des infrastructures, mobiliser les ressources intérieures supplémentaires pour renforcer les programmes de filet de sécurité sociale, faire avancer les réformes pour appuyer la mise en œuvre des politiques macroéconomiques saines et des réformes structurelles en vue de soutenir une croissance plus élevée et plus inclusive. En matière de mobilisation de ressources, il s'agira de mettre l'accent sur les mesures de politique fiscale permettant de mobiliser des recettes additionnelles tout en rendant le système fiscal plus équitable et transparent, des mesures d'administration fiscale qui renforcent le paiement et la collecte de l'impôt et l'application des dispositions fiscales du nouveau code minier en vue de mobiliser les recettes minières supplémentaires dans un contexte d'activité minière importante. Ces orientations budgétaires envisagent l'évolution des prévisions macroéconomiques et déterminent surtout le taux de croissance, de pression fiscale, du volume de subventions, la dette intérieure et extérieure et autres variables de la politique monétaire. Des défis à relever et qui nécessitent l'implication de tous les acteurs sociaux. C'est pour cette raison qu'on a voulu que ce débat d'orientation budgétaire soit plus inclusif et plus participatif et qu'il soit élargi au secteur privé moteur de la croissance et la société civile qui constitue, à notre avis, une force de proposition et d'accompagnement en vue de maintenir un équilibre solide au sein de la société. L'Assemblée nationale souhaite que leur participation à ce débat d'orientation budgétaire permette la définition ou, pour être plus précis, la mise à jour d'une politique budgétaire au service d'un développement économique et social inclusif. Ce débat d'orientation budgétaire va permettre à la société civile et au secteur privé d'être mieux informés sur les hypothèses de croissance et des priorités de développement du gouvernement pour les 3 années à venir. Et ce cadrage budgétaire d'ailleurs qui va au-delà du PNDS qui part de 2016 à 2020. Mais tout concourt bien entendu à la réalisation des objectifs de développement que le gouvernement s'est fixé et le secteur privé guinéen est prêt à accompagner et le gouvernement et l'ensemble de tous les acteurs pour construire une Guinée forte et prospère. Cet exercice annuel vise à assurer la transparence financière et impliquer en amont les élus du peuple à l'élaboration du projet de loi des finances initiales, ce qui permettra à l'exécutif de prendre en compte les préoccupations de la représentation nationale. Dans l'actualité également, le médiateur de la République a échangé avec les ambassadeurs des États-Unis et du Maroc en poste à Conakry. Les discussions ont porté notamment sur le fonctionnement de l'institution et la crise sociale en cours dans le pays. Reportage Mohamed Arsouma. Des échanges fructueux sur le fonctionnement de la médiature de la République. Le numéro 1 de l'institution et l'ambassadeur des États-Unis s'intéressent aussi à la situation actuelle du pays. Ils souhaitent œuvrer ensemble dans la résolution des crises. Pour celles liées au réajustement du prix du carburant à la pompe, le diplomate américain précise. Chaque dollar que le gouvernement doit payer en subvention pour le carburant, c'est un dollar qu'il ne peut pas utiliser pour l'éducation, pour la santé. Alors, la population paie dans un certain sens s'il n'y a pas de subvention. Alors, nous pensons que c'est nécessaire. C'est en pratique globale, alors il faut balancer les revenus avec les dépenses. La médiature de la République est une jeune institution, mais qui est de plus en plus sollicitée dans la résolution des conflits. L'accomplissement de cette tâche nécessite de fortes capacités managériales, d'où la main tendue du médiateur de la République
à l'ambassadeur du royaume chérifiant. Nous allons pouvoir demander à des institutions marocaines qui travaillent dans les mêmes secteurs, tout ce qui est médiation et autres relations avec les communautés, pour pouvoir s'inspirer donc bien sûr de l'expérience marocaine dans ce cadre. Et je sais que par le biais de solidarité qui est toujours exemplaire entre nos deux pays, nous aurons, puisque je suis en Guinée, je me considère guinéen, nous aurons bien sûr, j'espère, une réponse positive. Le médiateur de la République est ouvert à toutes les personnes ressources afin de réussir sa mission dans l'intérêt des administrateurs et des administrés. La mise en place d'un comité de médiation figure dans les perspectives. Principal objectif, la prévention des conflits. Dans le domaine des pêches, l'opération d'immatriculation des pirogues sera lancée demain samedi. Elle s'étendra du 20 juillet au 31 août. Une prise en charge financière assurée par la Banque mondiale à travers le projet PRAO. C'est l'une des activités de promotion et de réglementation de la pêche artisanale en Guinée. Les précisions dans cette déclaration du ministre des Pêches et de l'économie maritime Frédéric Loua au micro de Valérie Talimané. Excepté les banquenis et les kourous. Cette opération consiste à collecter des informations sur les propriétaires de pirogues et sur leurs pirogues de pêche sur l'ensemble du littoral guinéen. Chaque propriétaire de pirogue est conséquemment invité à se présenter dans ces points de regroupement muni d'une photocopie de sa carte d'identité ou de sa carte d'électeur pour se faire correctement enregistrer. Cette phase d'immatriculation est gratuite et entièrement prise en charge par le projet PRAO Guinée financé par la Banque mondiale. La Guinée dispose désormais d'une loi sur le code de la route et d'un plan national de sécurité routière. Deux instruments juridiques qui viennent combler un vide dans le secteur des transports. Les nouvelles réglementations donnent espoir à la police routière pour réduire l'anarchie dans la circulation. Reportage Falilou Diallo. La Guinée dispose désormais d'un plan national de sécurité et nouveau code de la route. Pour le second, il est déjà adopté par l'Assemblée nationale, un code conforme aux autres de la sous-région ouest-africaine. Le nouveau code de la route a été voté le 20 juin passé par l'Assemblée nationale. Donc il fallait vulgariser ce code, en parler avec les professionnels, leur dire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va changer et pourquoi ça a changé. Pour la vulgarisation du nouveau code de la route, les acteurs clés du secteur des transports se sont retrouvés à Conakry pour sa mise en application. Un exercice qui a permis de définir les nouvelles bases liées au respect des différentes réformes. Si hier, les amendes étaient passées de 1 000 francs, 5 000 francs, 15 000 francs, 40 000 francs à 100 000 francs, aujourd'hui c'est passé de 50 000 francs, 250 000 francs, 400 000 francs, 500 000 francs, 1 million jusqu'à 5 millions de francs guinéens. Quand je prends l'exemple sur les assurances, la non-assurance, si l'usager a ça en tête, je sais que l'anarchie que nous vivons va disparaître. Non, chauffeurs que nous avons actuellement, c'est des personnes qui ne connaissent pas la code de route. Donc, le fait qu'il y a la nouvelle code de la route, je crois que c'est important pour nous-mêmes les transporteurs. Ça peut nous permettre aussi d'avoir moins d'accidents lorsque les chauffeurs sont formés. Puisque maintenant, ça s'agit de former les chauffeurs d'abord, qui doivent emprunter les gros portiers, ni les petites voitures. C'est ce qui est important d'abord. Pendant 2 jours, ces acteurs ont épluché tous les contours liés au plan national de sécurité routière, mais aussi du nouveau code. Une opération qui pourrait permettre de donner un nouvel élan à la fluidité dans la circulation et renforcer la sécurité routière. Le tout pour réduire les accidents corporels sur les routes en Guinée. Perturbation dans le trafic sur le tronçon Koya-Forikaria. Le pont métallique de Fagné, situé dans la commune rurale de Maferanya, présente des signes de dégradation. Bon nombre de plaques qui couvrent le tablier sont dessoudées. Par prévention, les poids lourds sont interdits d'y circuler en attendant la réhabilitation de cette passerelle unique qui relie la Guinée à la Sierra Leone. Reportage Ansoumane Toumani Camara.
Sur la transnationale Conakry-Freetown, le pont de Fagné est à moins de 20 km de Forécaria-Ville et à 70 km de la capitale guinéenne. Pour la troisième année consécutive, cet ouvrage de franchissement présente des signes de dégradation avancée. Cette année encore, sa traversée devient un grand risque pour les usagers. En ce moment, sa traversée est exclusivement réservée aux engins légers, d'où l'inquiétude des autorités préfectorales de Forécaria. Si rien n'est fait, alors on s'attend au pire et c'est ce qu'il faut faire éviter. Le pire c'est quoi? C'est quand un camion plein de marchandises va tomber dedans. C'est voir Forécaria coupé de la capitale ou des autres. Pour y arriver, il faut passer par Ségourou, partir jusqu'à Kindia et de Kindia maintenant rentrer à Conakry. Depuis plusieurs jours, de nombreux camions remplis de marchandises attendent la réparation de ce pont métallique. Ce transporteur est à sa troisième nuit au pont de Fagné. Son camion transporte 38 tonnes de cola en provenance de la Sierra Leone, un produit périssable sous le soleil. Mon père, si on n'a pas nous aider ici, ça la va gâter ici. Un sac, ça coûte valeur de 1 200 000 francs guinéens. On perd toutes les choses là et le cola c'est très dangereux. Mais ce n'est pas nous seulement, même les remorques là qui sont derrière ici, les transits là. Il y a combien de remorques ici? Ah, peut-être il y a valeur de 4 à 5 à 6 à 10 remorques derrière moi, il y a autre qui est au côté là-bas encore. On a pris comme mesure d'arrêter les gros porteurs, laissant le soin aux poids légers de circuler en attendant que le pont soit réparé. Avec ces fortes précipitations, les eaux montent dans le fleuve Kili. Le lit du cours d'eau ne peut plus servir de passage aux camions. En attendant la reconstruction entière très imminente de la route Koya-Pamalap via Farmoria-Forécaria, le ministère des Travaux publics annonce la réparation de l'ouvrage dans les jours à venir. Sur un autre plan, l'OIM Guinée mène actuellement une campagne de sensibilisation contre la migration irrégulière en Afrique. L'idée est de rapprocher les jeunes, la diaspora et les autorités locales pour une approche intégrée de la promotion de l'emploi. Le point avec Abdourahmane Koula Diallo. Promouvoir l'emploi de jeunes pour agir contre la migration irrégulière en Gambie, en Guinée et en Guinée-Bissau. C'est l'objectif de ce projet initié par l'OIM Guinée en collaboration avec le gouvernement guinéen et l'agence italienne pour la coopération et le développement. Dans ce contexte, une approche intégrée des jeunes, la diaspora et les autorités locales s'avère nécessaire en vue d'atteindre les objectifs visés par l'OIM Guinée dans ces 3 pays. Ce n'est qu'une continuité de tout ce qu'on est en train de faire à travers le EU Trust Fund, à travers les fonds DFID, à travers toutes les autres initiatives que sont Integra, tout ça pour pouvoir continuer l'appui et montrer aux jeunes qu'il y a cette alternative, qu'il faut aujourd'hui croire en ces alternatives et aussi que ce ne sont pas des promesses vaines, mais pour que ces alternatives qu'on leur propose puissent aboutir, il faudrait qu'eux aussi qu'ils s'y mettent et qu'ils arrêtent d'aller vers une migration irrégulière parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut leur donner au niveau de leur communauté d'origine. La coopération italienne, jointement avec le gouvernement italien, il est très intéressé à développer les capacités locaux ici dans la Guinée avec l'entrepreneuriat local, à favoriser l'accès au travail et à l'emploi des jeunes guinéens pour éviter qu'ils seront victimes de la traite des trafics humains à travers les Méditerranées. Alors la coopération italienne est très intéressée à développer cette capacité. En procédant au lancement officiel de ce projet, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a exprimé sa gratitude à l'OIM Guinée et aux autres partenaires techniques et financiers pour leur implication dans la lutte contre la migration irrégulière en Guinée. Au niveau du gouvernement, nous faisons de la lutte contre l'immigration irrégulière une des priorités. C'est pour cela que nous sommes contents d'avoir un projet au niveau du ministère de la Jeunesse que nous allons mettre en œuvre avec l'OIM suite à un financement de la coopération italienne
un projet qui nous permettra, en collaboration avec les autorités locales, de cibler des jeunes à la base pour justement les mobiliser, renforcer leurs capacités, leur créer des conditions pouvant leur permettre de s'insérer dans la société à travers des activités génératrices de revenus. Des questions-réponses axées sur le projet ont mis un terme à la cérémonie. On ouvre à présent le dossier santé. Les acteurs de la prévention et du contrôle des infections harmonisent les stratégies de lutte au cours d'une assemblée extraordinaire tenue à Conakry. Cette rencontre fait suite à la première journée des comités d'hygiène et de sécurité hospitalière. Ils ont planché sur les résultats atteints et la pérennisation des acquis. Maurice Sidibé. Depuis leur installation en 2014, dans les établissements sanitaires, ils se retrouvent pour la toute première fois à l'occasion de cette journée de comité d'hygiène et de sécurité. Une assemblée extraordinaire pour faire le point sur les grands acquis. Des acquis liés à la réduction drastique du taux d'infection dans l'ensemble des hôpitaux du pays. En 2011, on était en 49% d'infection à la maternité. Quand on opère une femme césarienne, sur 100 femmes, 49 faisait une infection, donc la plaie suppurait. En 2017, sur 100 femmes, il n'y a que 5 seulement qui suppurent. Donc ça, ce sont les mesures d'hygiène, le lavage des mains, les précautions pour laver l'abdomen, les précautions pour nettoyer le linge, pour nettoyer les instruments. C'est tout ça qui a permis de quitter 49% pour descendre à 5%. Donc ça, c'est extraordinaire. En termes clairs pour la population, la sécurité des usagers externes, tout ce qui vient pour la consultation, tu viens à l'hôpital pour être soigné, pas pour ramasser une maladie. Donc si tu viens à l'hôpital, ce comité d'hygiène doit faire en sorte que qu'on te traite, mais que tu ne ramasses pas une maladie pour l'envoyer ailleurs dans le quartier ou à la maison. Pour les usagers internes aussi, les travailleurs, s'occuper de la sécurité de ces travailleurs. Un rendez-vous qui se veut un espace de partage d'expériences et d'harmonisation des stratégies en vue de pérenniser les acquis pour la prévention et le contrôle des infections dans les formations sanitaires. Quelques grands défis de l'heure: l'amélioration de la performance des laboratoires, la formation des hygiénistes spécialisés et le renforcement de la gestion des déchets médicaux dans les hôpitaux nationaux et régionaux. Aujourd'hui, la question qui se pose est justement de voir après le départ donc des partenaires, comment ces comités d'hygiène et de sécurité vont assurer la continuité de leurs actions dans la pérennité, ce qui est l'objectif de tout le monde. Donc justement, on est dans cette phase donc de transition où on n'est plus qu'un accompagnement sur d'un point de vue technique, mais on peut dire que pour ceux qui sont accompagnés, la graine est semée et que maintenant ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'il faut qu'ils aient un appui au niveau central. La prévention et le contrôle des infections dans les structures sanitaires est l'objectif du projet Jumelage pour l'hygiène hospitalière de l'Expertise France. À l'issue de ces travaux de cette journée, ces différents comités d'hygiène et de sécurité sont mis désormais en réseau pour l'atteinte de l'objectif zéro infection dans les établissements hospitaliers du pays. Alors le rappel. Dans le domaine de la santé toujours, on s'intéresse aux maladies zoonotiques. Elles sont d'origine animale ou environnementale. Comment lutter justement contre ces pathologies? Les spécialistes étaient en conclave à Conakry. Il a été question de définir une stratégie d'éradication de ces différentes maladies. L'approche s'appelle One Health, une seule santé. Les précisions avec Sam Maratono. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 75% des nouvelles maladies touchant l'homme sont transmises par des animaux ou produits d'origine animale. Pour lutter contre ces pathologies appelées maladies zoonotiques, des acteurs de la santé humaine, animale et environnementale se retrouvent. Ils développent une approche intersectorielle basée sur le renforcement de la collaboration entre les différents services. Les récentes épidémies comme la peste pulmonaire à Madagascar, la fièvre de la vallée du Rift et la grippe aviaire en Afrique de l'Ouest, les crises d'insécurité alimentaire et la résistance aux antimicrobiens
nous rappelle l'importance de l'adoption d'approches intégrées pour une gestion efficiente des problèmes complexes de santé, parmi lesquels les zoonoses. On réunit des gens des secteurs santé et animal, du niveau terrain, du niveau local et du niveau central. Et on utilise différents exercices assez ludiques, des activités très participatives pour les mener à évaluer leur niveau de collaboration et pour définir des actions spécifiques pour le futur sur comment avancer stratégiquement. Cette approche de lutte multisectorielle a été déjà expérimentée pendant la lutte contre Ebola. La stratégie devait permettre à ces pays d'éradiquer toutes les pathologies d'origine animale, environnementale qui affectent l'homme, comme la rage et la grippe aviaire. Cette approche a été utilisée multisectorielle pendant le contrôle de l'épidémie Ebola en Guinée. Force est lieu de penser que nous devons la renforcer et la coordonner et mieux la préparer. Pour la mise en application de cette stratégie commune de lutte, les pays participants à la rencontre de Conakry misent également sur le renforcement du réseau des laboratoires et l'équipement des structures sanitaires. Détournement de fonds publics, le procès des anciens directeurs généraux de l'Office guinéen de publicité et l'Office guinéen des chargeurs se poursuit. Le tribunal de première instance de Kaloum se dit compétent pour juger les dossiers. Il a aussi rejeté les exceptions soulevées par les avocats de la défense et ordonné l'ouverture des débats. Les détails avec Alpha Siagaba, Seydou Diallo. C'est la troisième audience dans l'affaire de détournement de fonds publics à l'OGP et l'OGC au tribunal de première instance de Kaloum. Deux anciens directeurs généraux sont poursuivis dans cette affaire, en l'occurrence Paul Moussa Diawara et Sekou Kamara. Pour cette nouvelle audience, le tribunal s'est prononcé sur les actions d'irrécevabilité de la constitution de la partie civile et la disjonction des deux groupes de prévenus. Le tribunal a rejeté l'exception d'irrécevabilité de la constitution de partie civile de l'agent judiciaire de l'État. Par la même décision ou dans la même décision, le tribunal a ordonné la disjonction de procédure. Désormais, le dossier M. Paul Moussa Diawara Inza Bayo est séparé du dossier de M. Sekou Kamara. L'OGP, eh bien, ce dossier relève du droit communautaire. C'est un dossier qui relève de la compétence du tribunal commercial en raison du fait qu'il aurait fallu attendre que le commissaire aux comptes établisse un rapport, relève des irrégularités, relève des incohérences dans la gestion financière pour que l'associé unique ou l'actionnaire unique qui est l'État guinéen, qui est la République de Guinée, eh bien, demande le remboursement par exemple. Des faits de malversation financière, c'est ce que les avocats de la partie civile tentent de démontrer de leur côté. Ils sont tous poursuivis pour des faits de détournement des deniers publics. Nous avons confiance parce que les pièces du dossier se passent de tout commentaire. Les faits là sont établis, ces faits sont têtus et nous allons en faire la démonstration à l'audience. Nous sommes convaincus que ce procès servira de leçon à tous ceux qui gèrent des régies financières pour qu'ils comprennent que lorsqu'on gère les régies financières, on gère les deniers publics et qu'on ne doit pas s'amuser avec la chose publique, qui que l'on soit. Les prévenus dans cette affaire de détournement des deniers publics seront entendus le 25 juillet prochain, ici même au tribunal de première instance de Kaloum. On enchaîne avec cette rencontre que le nouveau patron de l'OGP, Office guinéen de publicité, a eue avec les professionnels du domaine. Une prise de contact avec les partenaires de l'OGP qui vise à instaurer un climat de confiance entre les deux parties. Yaya Silla. C'est la première prise de contact du nouveau directeur général de l'Office guinéen de publicité avec les agences de régie publicitaire de la place. Après un échange franc avec les opérateurs des téléphonies mobiles sur la dynamique de travail et les contraintes du secteur, Ibrahima Kapi Kamara reçoit les professionnels de publicité afin de partager également leurs préoccupations. Nous avons pour mission de rassurer l'ensemble des opérateurs téléphoniques, l'ensemble des médias, leur dire qu'avec la nouvelle direction, nous allons travailler la main dans la main
Les différends, bien sûr, il y en aura. Mais quand il y en a, nous pouvons les régler entre nous. Si ça dépasse notre niveau, nous avons des ministères de tutelle respectifs. Les ministres entre eux pourront régler des problèmes. Le secteur de la publicité en Guinée connaît de nombreux dysfonctionnements. Il se résume, entre autres, par le manque de concertation entre les acteurs et la faiblesse du cadre réglementaire. Il était important de discuter avec la direction générale pour espérer que bientôt on ait un cadre d'échange qui puisse conduire à mettre en place une forme d'atelier ou d'états généraux pour permettre de sortir un cadre juridique consensuel afin qu'en Guinée, on évolue non pas sur les humeurs de qui que ce soit, mais conformément à la loi. L'Office guinéen de publicité est créé en 1986 en tant que régie publicitaire de l'État avant de devenir une société anonyme en 2016. Le changement de statut juridique rend presque obsolètes les mécanismes de fonctionnement de ce service. Pour organiser ce secteur, pour que ce secteur puisse prendre de l'ampleur, il faut tout de suite mettre en place les états généraux de la publicité. Plus de 100 agences et régies de publicité évoluent en Guinée. À ce jour, seulement la moitié est répertoriée par l'Office guinéen de publicité. Le nouveau directeur général promet la maîtrise effective de ces régies publicitaires et accroître les revenus de son institution. Éducation. Les étudiants de l'Université française de Guinée se disent satisfaits des cours et des formations reçues. Basée à Conakry il y a de cela 2 ans, cette institution d'enseignement supérieur développe des filières innovantes avec un système d'enseignement français. Martin Francinadounou nous fait découvrir l'UFG. 2 ans seulement après sa création, l'Université française de Guinée marque les esprits. Avec l'Université Guèye de Montpellier en France, l'UFG développe les programmes d'enseignement étranger sanctionnés par un double diplôme français et guinéen. Ici, des filières innovantes sont dispensées aux étudiants, notamment l'informatique, e-business, études juridiques, commerce et management, tourisme et hôtellerie, génie civil et mines. Parce qu'on a remarqué qu'en Guinée, ces dernières années, on a beaucoup d'investisseurs qui viennent et nous devons préparer les étudiants à l'emploi, particulièrement à comment entretenir des relations avec des particuliers étrangers. L'avantage que nos jeunes Guinéens ont, nos jeunes bacheliers ont par rapport à notre université, c'est qu'ils peuvent sur place obtenir un diplôme français. Et donc ils n'ont pas la tracasserie administrative pour avoir un visa, le dépaysement, le coût de la formation. Si on combine tout ça, on trouve que nous leur apportons ce qu'ils sont prêts à aller chercher ailleurs sur place. Donc ils obtiennent sur place toutes les compétences, toutes les connaissances leur permettant d'intégrer les entreprises, de travailler, d'être autonomes au même titre qu'un diplômé de ces universités françaises. Dans cette institution d'enseignement supérieur privé, les étudiants trouvent en leurs encadreurs des véritables acteurs de promotion du mérite. À cela s'ajoute l'environnement propice pour les études et les conditions de stage réunies pour réussir le pari de former les cadres compétents, compétitifs et intègres. Cette formation nous permettra parfaitement de s'adonner, de travailler dans le monde des affaires parce que déjà on pratique, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, nous sommes en train de pratiquer en quelque sorte ce qu'on doit faire après les études. Sans oublier les stages qu'on fait après et tout. Donc on a plus d'expérience avant la fin des études pour pouvoir s'adonner dans le monde des affaires. L'université met à la disposition des étudiants un certain confort qui va aider les étudiants à vraiment être vraiment dans l'esprit de travail. Nous sommes satisfaits des cours et nous encourageons les étudiants guinéens à venir s'inscrire, à prendre part aux formations que nous prenons aussi. Comme à l'accoutumée, la pédagogie de l'Université française de Guinée organisera dans les jours à venir un test de recrutement. Les candidats seront soumis aux épreuves orales et écrites selon leur spécialité. C'est là pour ne retenir que de l'élite estudiantine qui sera formée pour l'emploi.
Le grand format de ce soir nous conduit à la décharge de la minière qui préoccupe de plus en plus. Ces derniers jours, quelques effritements sont observés sur les flancs de la montagne d'ordures. Gouvernement et responsables de l'Agence nationale d'assainissement craignent un nouveau désastre à Dar Salam. Le déguerpissement annoncé aura-t-il lieu avant le premier anniversaire de l'éboulement meurtrier du 21 août dernier? C'est la grande question du moment. En attendant toute réponse, notre rédaction revient avec des images d'archives sur la tragédie de Dar Salam et sa gestion. Un grand format signé Moussa Bangoura, Kamara Boubacar. La menace d'un nouvel éboulement devient de plus en plus forte. Au pied de cette montagne fragile, 201 familles sont exposées. Il y a plus d'un an, la décharge publique de Conakry avait englouti des concessions, tué une dizaine de personnes et blessé d'autres. Cet éboulement sans précédent avait provoqué un véritable choc. 4 personnes de la famille de mon frère sont mortes. Mon grand frère, sa femme et leurs enfants. Moi, je loge à la carrière. On m'a appelé pour identifier les corps. Il y a encore des victimes sous les décombres. Les victimes d'une seule maison ont été dégagées. Nous vivons une véritable tragédie. Après l'émotion, il avait été envisagé d'élargir la bande de sécurité entre la décharge et les habitations. Une longue période de concertation et de sensibilisation s'est instaurée entre autorités et populations riveraines. Vu le volume d'exploitation et l'état d'aménagement du site, les spécialistes ont fini par tirer la sonnette d'alarme. On est dans l'obligation d'utiliser la décharge de la minière pour le moment. Et aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est que compte tenu des dispositions prises par l'agence en matière de collecte et de transfert de déchets, le stock de déchets collectés ne fait que s'accroître. Durant le premier trimestre de l'année 2017, nous étions à 40 000 tonnes de déchets collectés et stockés au niveau de la décharge de la minière. Aujourd'hui, à la fin de ce premier trimestre, nous sommes aujourd'hui à 60 000 tonnes de déchets collectés et déposés là. Alors vous voyez, à ce rythme, ça va créer encore d'autres problèmes. Avant-hier, il y a eu un éboulement. Heureusement, ça s'est passé du côté de la route. Là, il n'y a pas d'habitation, le risque est moindre. Mais ce n'est qu'un signe précurseur pour qu'à tous les niveaux, on prenne nos responsabilités pour que ce qui s'est passé l'année dernière, le 21 août, au niveau de cette décharge, ne se reprenne plus. Il ne faut pas que des gens perdent la vie à cause d'un entêtement qui ne se justifie pas. Mais experts et familles riveraines n'évaluent pas les risques selon les mêmes échelles de valeur. Par la manière douce, le gouvernement a tenté de convaincre les populations à s'éloigner du danger. Il y a encore 2 semaines, un accompagnement de 4 milliards 20 millions est proposé par l'État en faveur des futurs déplacés. Le président de la République, dans son sens humaniste, qui a voulu que nous ne le fassions pas pendant le mois de carême et qui a souhaité décider plutôt d'accompagner ces populations. Il serait souhaitable en bon Guinéen que les populations viennent, en tout cas les 201 familles concernées qui se trouvent au niveau de la décharge, pour leur bien-être. Pour éviter que ce soit par force qu'on les fasse quitter, il serait souhaitable que les familles, honnêtement, sérieusement, pour l'intérêt de leur population, eux-mêmes pour leur propre intérêt, viennent récupérer cet argent et faire le départ nécessaire. Nous souhaitons qu'une oreille attentive et citoyenne soit prêtée à ce message parce qu'il s'agit d'une part d'une occupation illégale d'un patrimoine de l'État et d'autre part de vies humaines en danger. Ces 2 facteurs conjugués ne peuvent laisser un État responsable indifférent. À ces appels, les réactions sont restées timides. Pourtant, les fortes précipitations augmentent chaque jour, des risques d'éboulement. La décision est prise par l'État, je ne peux rien contre cela, c'est de les encourager à venir prendre l'argent. C'est ce que je vais faire aujourd'hui et demain. S'ils ont la bonne foi, franchement, je vais demander à l'État de faire une rallonge pour nous, pour que les gens ne perdent pas leurs matériaux. Cette doléance remonte à plus d'1 semaine. Aujourd'hui, l'opération de sécurisation du pourtour de la décharge de la minière rentre dans sa phase décisive. La météo annonce de fortes précipitations les prochains jours sur la capitale. Selon l'Agence nationale d'assainissement,
Plus de 1000 tonnes d'ordures sont acheminées par jour à la décharge. Les populations sont bien conscientes du danger, mais jouent la montre avec les pouvoirs publics. La RTG, encore en deuil. Hagafanta Kondé Konia, du service des langues nationales, a tiré sa révérence très tôt ce matin par suite d'une crise cardiaque. Hagafanta Kondé était locutrice en langue Konia à la radio et à la télévision nationale. Les cérémonies funéraires sont prévues ce dimanche 22 juillet. Des cérémonies qui s'ouvriront par un symposium ici à la RTG, une maison qu'elle a servie avec professionnalisme pendant plus de 10 ans. Que l'âme de celle que l'on appelait affectueusement Tanti Fanta Konia repose en paix. Amen. Ainsi va la vie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.